Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous suivez vos cours à distance, comme il faut, et que vous pouvez donc bien comprendre et réaliser vos exercices. Alors, nous poursuivons notre cours, en IPP. Nous avons donc vu tout le chapitre 3 sur les revenus immobiliers. Alors je passe maintenant au chapitre 4 qui concerne les revenus mobiliers. Alors, pour pouvoir analyser ce chapitre sur les revenus mobiliers, je vous demande de prendre votre cadre 7 devant vous pour pouvoir justement voir les codes qu'il conviendra de remplir au fur et à mesure de ce que je vais vous expliquer. Alors, les revenus mobiliers, en fait, ce sont des revenus qui proviennent de biens meubles. J'imagine que vous avez déjà vu en droit civil la distinction entre biens meubles et immeubles. Si ce n'est pas le cas, je vous dis juste deux petits mots là-dessus. Tous les biens sont soit meubles, soit immeubles. Les biens meubles, on peut les déplacer, qu'ils soient corporels ou pas. Quand on a des revenus qui proviennent donc de biens meubles, on appelle ça des revenus mobiliers dans le cadre de l'IPP. Alors, ces revenus mobiliers, cadre 7, il faut toujours déclarer ces revenus mobiliers en fonction du régime matrimonial, exactement la même manière qu'on a vu pour les revenus immobiliers. Donc, n'oubliez jamais que le régime matrimonial, c'est un fait important dans le cadre d'un remplissage de déclaration. Alors, dans les revenus mobiliers, on parle d'un principe du précompte mobilier libératoire, sauf pour les droits d'auteur dont on va parler par après. Alors, un précompte mobilier libératoire, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, un précompte. Un précompte, vous connaissez certainement déjà tous le précompte professionnel, on en a déjà parlé d'ailleurs. Le précompte professionnel, c'est une avance d'impôt. D'accord? Donc ça veut dire que de votre salaire, on enlève déjà une partie dans l'objectif que vous puissiez payer vos impôts en fin d'année. Effectivement, l'administration fiscale n'attend pas chaque année patiemment que vous payiez vos impôts en fonction de ce qu'elle vous aurait demandé. Ce serait trop à supporter puisqu'il y a des millions et des millions de contribuables en Belgique et que donc si on doit attendre chaque année que chacun paye, je vous imagine bien les retards, etc., qu'il pourrait y avoir. Donc, on n'attend pas. On vous prélève d'office de votre salaire une avance d'impôt qu'on appelle précompte et on appelle précompte professionnel puisque c'est prélevé de vos revenus professionnels. Comme ça, l'administration est sûre que vous allez payer vos impôts. Et puis, si vous avez payé de trop par rapport au calcul, on vous rembourse. Si vous n'avez pas payé assez, il faut encore payer quelque chose. Et l'idée du précompte mobilier, c'est la même chose. C'est-à-dire que on prélève déjà de vos revenus mobiliers l'impôt que vous allez devoir payer sur ces revenus. D'accord? Et comme ces revenus mobiliers, on va voir qu'ils sont imposables distinctement, on dit que ce précompte est libératoire, dans le sens où si on vous a déjà prélevé ce que vous deviez payer, ben, il est libératoire dans le sens où vous êtes complètement libéré. On ne doit plus en parler. Donc ça veut dire que ces revenus mobiliers, comme ils ont déjà été taxés, il n'y a pas besoin d'en référer dans sa déclaration à l'IPP. Donc, il n'y a pas besoin même de le déclarer. D'accord? Donc, on dit qu'il est libératoire. Sauf pour les droits d'auteur, on va le voir par après. Alors, c'est pas parce que ce précompte mobilier est libératoire et que vous ne devez pas spécialement, donc du coup, déclarer vos revenus mobiliers qu'on fait l'objet d'un précompte, que ce ne serait pas possible de le faire. Vous pourriez très bien déclarer ces revenus mobiliers, même si un précompte mobilier a été prélevé. Alors, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Dans un intérêt fiscal, évidemment. Dans le sens où si vous savez que vous avez des revenus très très faibles à côté de vos revenus mobiliers et qu'on vous a enlevé déjà un impôt
sur ces revenus mobiliers, eh bien, il se pourrait qu'avec le calcul d'impôt que l'on fait, par après, on voit que vous avez droit à avoir un remboursement. Donc, on va vous rembourser certainement une partie de ce précompte mobilier. Mais pour ça, il faut alors du coup déclarer ces revenus mobiliers. Alors, quand vous serez futur comptable, vous pourrez faire évidemment tous les calculs nécessaires pour voir si c'est intéressant de le déclarer ou pas. Mais donc, sachez que vous avez cette possibilité de déclarer ou non en fonction de l'intérêt fiscal que ça pourrait rapporter. Alors, je vous rappelle que les parents ont la jouissance légale sur les biens des enfants mineurs. On avait vu ça précédemment, donc attention, pour les revenus mobiliers et immobiliers, tant qu'ils sont mineurs, ce sont les parents qui en ont la jouissance légale, donc ils doivent déclarer ces revenus. Alors, dans les revenus mobiliers, il y en a quand même toute une série qui sont exonérés d'impôts. Donc ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'impôt à payer là-dessus. Donc ça veut dire qu'il ne faut même pas les déclarer puisqu'il n'y aura rien à payer dessus. Alors lesquels sont-ils ces revenus mobiliers? On parlerait par exemple d'intérêt de retard de paiement. Imaginons que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un ou à une société ou à quoi que ce soit, et donc cette personne ne vous rembourse pas ou pas à temps. Vous avez prévu des intérêts de retard de paiement, ben, si ces intérêts vous les touchez, c'est du revenu qui est non taxable. Les dommages et intérêts judiciaires. Vous êtes dans un conflit en justice et vous réclamez un certain montant qui ressort du conflit. Si vous gagnez et que ben, on vous verse ce montant, la partie adverse vous verse ce montant, ce qu'on appelle des dommages et intérêts, vous verrez ça aussi en droit civil, eh bien ces dommages et intérêts sont non taxables, ils sont exonérés d'impôts. Alors, tout ce qui est plus-value sur action, si gestion normale du patrimoine en bon père de famille. Alors, attention, ici, ça mérite une explication pour bien comprendre. Quand on parle de plus-value sur action, ça veut dire que on revend des actions plus cher que le prix auquel on a acheté. D'accord? Que si on revend plus cher que ce qu'on a acheté, ben, forcément, il y a ce qu'on appelle une plus-value. Alors, la question de savoir, est-ce que cette plus-value sur action est taxable, oui ou non? Alors, elle n'est pas taxable tant que vous restez dans une gestion normale qu'on appelle en bon père de famille. Le bon père de famille, c'est une notion civile que vous avez dû voir aussi ou que vous allez voir en droit civil, qui dit que on fait référence à ce qu'on imagine d'un bon père de famille, c'est-à-dire une personne qui serait honnête, loyale, réfléchie, raisonnable et qui a un comportement donc selon ces principes-là. Eh bien, gérer son patrimoine en bon père de famille, ça veut dire quelqu'un qui gère son patrimoine de manière raisonnable et loyale. Alors, ici, ça a son importance parce que ce qu'on veut dire gérer son patrimoine en bon père de famille, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des actions, mais qui ne fait pas de spéculation. Faire de la spéculation, en termes financiers, ça veut dire que l'objectif d'achat d'actions, c'est uniquement pour faire du bénéfice. Et donc, on ne fait que acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre sur des courts délais. Un bon père de famille ne va pas faire ça. Il ne fait pas de spéculation. S'il a un petit portefeuille titre, ok. Mais donc, s'il revend ses actions bien plus tard et qu'il fait une plus-value, ce ne sera pas du taxable parce qu'on considère donc qu'il a géré ça en bon père de famille. Alors, ce n'est pas toujours évident de connaître la limite du bon père de famille ou pas. Et ce que l'administration fiscale considère, c'est que si on achète des actions et qu'on ne les revend pas dans les 6 mois, eh bien, on est considéré comme bon père de famille. Donc, si on les revend plus tard que 6 mois, et donc même si on fait une plus-value, on ne sera pas taxable puisqu'on est considéré comme dans une gestion normale en bon père de famille. Alors, les dividendes d'actions belges ou étrangères jusqu'à 800 euros. Donc, on va parler de dividendes, donc qui sont les bénéfices d'actions.
Mais si je touche ces dividendes jusqu'à 800 euros, c'est tout à fait exonéré d'impôt. Au-delà, ce n'est plus exonéré d'impôt, évidemment. Tous les intérêts d'un compte d'épargne, mais jusqu'à une certaine limite. Alors, c'est jusqu'à 980 euros, c'est beaucoup moins qu'avant. Donc, les choses ont quand même fortement changé depuis l'année dernière. Mais donc, ça veut dire que sur vos comptes d'épargne, si en fin d'année vous touchez jusqu'à 980 euros ou moins, ce sera exonéré d'impôt. Si vous touchez plus que 980 euros, bah, ce sera du montant taxable, évidemment. Alors, petit mot de vocabulaire financier quand on parle de revenus de capitaux. C'est important parce que ça va pouvoir vous déterminer justement quel code il faut remplir dans votre cadre 7. Alors, quand on parle de compte, il existe une différenciation entre le compte à vue, le compte à terme et le compte d'épargne. Le compte à vue, c'est le compte que on utilise quotidiennement. Donc, il y a des transactions qui se font au quotidien. Vous allez faire vos courses, vous payez un abonnement, voilà, tout ça part de votre compte à vue. Vous avez d'ailleurs une carte bancaire qui est reliée à ce compte à vue. Le compte à terme, ça c'est un compte sur lequel vous ne pouvez faire aucune transaction, opération financière pendant un certain temps jusqu'à un certain terme. Donc c'est une sorte de compte bloqué, comme on pourrait l'appeler. L'intérêt d'un compte à terme, c'est qu'en général, les intérêts sont un peu plus élevés que sur les autres comptes, puisque à l'heure actuelle, les intérêts sont vraiment très 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 bas, proches de zéro. Il y en a qui parlent même d'intérêts négatifs. Donc voilà, un compte à terme, c'est un compte qui produit plus d'intérêts, mais sur lequel on ne peut faire aucune opération. Un compte d'épargne, ça c'est un compte sur lequel bah, vous allez déposer vos économies et sur lequel on peut faire des opérations, mais de manière beaucoup moins facile, simple que le compte à vue. D'ailleurs, il n'y a pas de carte bancaire qui est reliée à un compte d'épargne, justement pour pouvoir laisser son argent et le faire un petit peu fructifier avec quelques intérêts, évidemment, qui sont un peu plus élevés que le compte à vue, même si les intérêts aujourd'hui sont, voilà, comme on a dit, pas très élevés. Alors, quand on parle d'actions, d'obligations, quand on parle d'actions, vous avez tous déjà entendu parler des actions. Ben, quand on parle d'actions, ça veut dire qu'on détient une part de capital d'une société. Un actionnaire, c'est quelqu'un qui détient une part plus ou moins importante. Ça peut être une toute petite part, ça peut être une plus grande part. Il peut avoir aussi plusieurs actions. Mais donc, ça veut dire que est rattachée à cette action la représentation d'une part du capital. Alors, il existe des actions dites cotées en bourse et des actions nominatives. Les actions cotées en bourse, ce sont des actions que tout le monde peut acheter, que tout le monde peut vendre sur le marché. Et donc, il y a la loi de l'offre et la demande. Ces actions sont cotées tous les jours, ouvrables. Et donc, on peut acheter et vendre ces actions quand on veut. Une action nominative, ça c'est une action qui n'est pas cotée en bourse, donc qui n'est accessible qu'à un certain nombre de personnes, en général les associés d'une petite société, les petites sociétés familiales par exemple. On appelle ça aussi des parts nominatives. Ça représente toujours une partie du capital, hein, sauf que tout le monde ne peut pas acheter et vendre ses actions. Alors une obligation, c'est aussi un titre financier. C'est pas la même chose qu'une action. Une obligation, c'est comme si on faisait un prêt à une société. Donc ça ne représente pas une partie du capital, ça représente un montant que vous avez prêté à une société. Donc bien faire la différence entre action et obligation. Alors, dividendes et intérêts. Ben, les dividendes, ce sont les bénéfices que rapporte une action. Donc voilà, si une société a très bien fonctionné, il se peut donc qu'elle soit
avec des grands bénéfices, eh bien, il peut y avoir une décision de distribuer ces bénéfices aux actionnaires. Et donc, on appelle ça des dividendes. Les intérêts, par contre, ça, ce sont les intérêts qui sont produits par les prêts que vous auriez fait à une société. Donc, c'est relié à une obligation. Donc, quand vous faites un prêt, bah, vous faites un prêt à intérêt. D'accord? Comme vous pourriez vous-même emprunter auprès d'une banque. Vous savez très bien que vous empruntez un capital, mais vous allez devoir payer des intérêts. Bah, c'est la même chose. Donc, si vous avez une obligation, chaque année, il y a des intérêts qui tombent par rapport à cette obligation. Alors, bon de caisse, bon d'État. Bon de caisse, bon d'État, en fait, c'est aussi un prêt que vous auriez fait, sauf que là, on ne parle pas d'un prêt à une société, mais quand on parle de bon de caisse, c'est un prêt à une banque, et un bon d'État, c'est un prêt à l'État. Il arrive, et c'est pas exceptionnel, il arrive que l'État ait besoin d'argent et que donc au-delà des investisseurs étrangers qu'ils vont pêcher sur la scène internationale, ils demandent à leurs propres citoyens, si ça les intéresse, de souscrire à des bons d'État. Donc si ça les intéresse, de prêter l'argent à l'État avec des bons taux d'intérêt. C'est comme des obligations. Donc voilà, ça s'appelle un bon d'État. Augmentation, diminution du capital. Ben, le capital d'une société peut augmenter, évidemment, peut diminuer. Peut augmenter, ben, ça veut dire qu'il y a des nouveaux actionnaires qui apportent donc finalement du coup de l'argent dans le capital. Et une diminution, ça veut dire que ben, pour des tas de raisons, on peut faire diminuer le capital et donc ben, il y aura moins d'actionnaires dans cette société. Alors, un boni de liquidation, ça c'est le solde positif quand on liquide une société. Liquider une société, ça veut dire mettre un terme à une société. Que ça soit suite à une faillite, que ça soit suite à une cessation d'activité, voilà, parce qu'on n'a plus envie de continuer cette société. Bref, il faut liquider cette société, donc liquider les avoirs et les dettes. Mais si on liquide les avoirs et les dettes et qu'au final on se retrouve avec un solde positif, on appelle ça un boni de liquidation. Alors c'est important ce vocabulaire financier parce que vous allez voir dans le cadre 7 qu'il y a pas mal de codes qui parlent de ces avoirs financiers et qui justement ben, vous dit dans quel code il faut remplir telle chose lorsqu'on a des revenus mobiliers de tel ou tel capitaux. Alors, je commence par la rubrique A. Donc, si vous regardez ce cadre 7, vous avez une rubrique A qui dit revenus de capitaux avant déduction des frais d'encaissement et de garde. Et vous avez un petit 1 qui dit revenus dans la déclaration est facultative. Alors, et là, vous avez plusieurs postes. Et vous voyez 30%, 20%, etc., etc. Déclaration facultative, donc c'est comme je l'ai expliqué précédemment. C'est que vous n'êtes pas obligé de déclarer ces revenus mobiliers puisqu'il y a eu un précompte mobilier qui a été retiré au départ et qu'il est libératoire. Mais vous avez envie de le déclarer parce que justement il y a un intérêt fiscal. Mais donc c'est dans cette rubrique-là que vous allez devoir les déclarer. Alors comment vous déclarez? En fonction de l'instrument financier que vous avez en face de vous. Alors, vous voyez, il y a un premier poste qui parle d'instruments financiers avec un précompte mobilier de 30%. Ça, c'est le taux général, en fait, 30%. Ça concerne quoi comme capitaux? Ce sont les intérêts de compte à vue, les intérêts de compte à terme, les intérêts d'obligation, dividendes d'actions, de SICAFI. Les SICAFI sont des actions immobilières, en fait. Les bonus de liquidation. Puis vous avez d'autres postes, et là on vous parle, le poste suivant, d'un précompte mobilier de 20%. Donc vous avez des instruments financiers sur lesquels on a prélevé 20%. Alors quels sont ces instruments financiers? Ce sont les dividendes de nouvelles actions nominatives d'une PME, donc petite moyenne entreprise.
dans le cas d'une augmentation de capital ou de la création d'une PME. Mais attention, seulement à partir de la deuxième année. Parce qu'à partir de la troisième année, ça, ce sera donc 15%. Précompte mobilier de 15%, bah, les intérêts de compte d'épargne, mais pour autant que ça dépasse évidemment les 980 euros, les revenus de cession ou concession de droit d'auteur, on verra par après. Il y a un précompte mobilier aussi de 5, 10, 17%. On parle de dividendes d'actions après réduction de capital. Ça dépend de la manière dont le capital a été réduit. Mais je ne vais pas plus loin parce que je ne ferai pas ce genre d'instruments financiers. Alors, ces revenus mobiliers, donc si vous les déclarez, il faut bien les déclarer nets. Donc, ça veut dire que vous les déclarez sans le précompte mobilier. Donc, on vous a enlevé le précompte mobilier, bah, vous tenez compte du fait que on vous a enlevé ce précompte mobilier. Donc, vous déclarez le montant dont on a déjà enlevé le précompte mobilier. Alors, ces revenus mobiliers, ils sont taxés soit distinctement au taux du précompte mobilier, soit globalement avec les autres revenus, c'est plus intéressant pour le contribuable. Alors, distinctement, c'est dans 95% des cas, au taux du précompte mobilier. Donc attention, il y a des revenus qui sont imposables globalement, on en a déjà parlé, hein, les revenus professionnels par exemple, les revenus immobiliers, où on fait un paquet, on met tout dans le même paquet, et puis après, il y aura un tableau de taux progressif, tableau que je vous ai montré dans les premiers cours. Ça, c'est les revenus imposables globalement. Ici, les revenus mobiliers sont imposables distinctement, oui, puisqu'il y a un taux bien distinct. Donc, ce n'est pas un taux progressif, c'est un taux X d'autant qui est fixe, peu importe le montant face auquel on est. Et donc, ces précomptes mobiliers, donc, qui vont de 30%, 20%, 17%, 15%, etc., ce sont des taux fixes. Maintenant, ces revenus mobiliers pourraient être taxés globalement avec les autres revenus, donc faire partie du paquet, d'accord, si c'est plus intéressant pour le contribuable. Quand est-ce que ça pourrait être plus intéressant pour le contribuable? Ben, un contribuable qui aurait très 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 peu de revenus à côté, donc qui serait à un taux progressif mais de 25%, mais qui reste coincé dans ce 25% parce qu'il n'a pas plus, ben, si on se retrouve avec des revenus mobiliers qui sont taxés à un taux distinct de 30%, ben, ce serait plus intéressant alors qu'on le mette dans le global pour rester à du 25%. Mais en général, c'est du taux distinct. Alors, n'oubliez pas non plus que le précompte mobilier étant libératoire, ben, il y a déjà quelque chose qui a été prélevé. Donc du coup, ce précompte mobilier, ben, il sera évidemment déduit de l'impôt redevable si je déclare évidemment ces revenus mobiliers dans la déclaration. Alors, petit point 2, toujours dans cette déclaration facultative de revenus mobiliers, je vous ai dit que les dividendes jusqu'à 800 euros étaient exonérés d'impôt. Alors, si on vous a prélevé un précompte mobilier, mais justement pour des dividendes qui étaient au-delà de 800 euros, mais là, il faut alors, enfin il vaudra mieux, il y a un intérêt fiscal évidemment de déclarer ce point pour pouvoir récupérer ce que vous avez payé en trop. Et ça, c'est dans le 437, dans le code 437, qu'on va devoir le déclarer. Je vais pouvoir récupérer ce précompte mobilier payé en trop. Alors, je vous donne un petit exemple. Imaginons quelqu'un qui a touché 1800 euros de dividendes nets. Donc, ça veut dire qu'on a enlevé la commission, etc., de l'intermédiaire. Il y a un précompte mobilier de 420 euros qui a été prélevé. D'accord ? Ce précompte de 420 euros, il a été prélevé sur les 1800 euros. Sauf que on sait que dans ces 1800 euros, il y a une exonération jusqu'à 800. Exonération, donc ça veut dire qu'on ne paye pas d'impôt là-dessus. Du coup, qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Ben, je vais prendre mes 1800 euros de dividendes, je vais enlever 800 qui sont tout à fait exonérés, ça va me donner 1000 euros, et ces 1000 euros, ben, ils sont taxables normalement
au taux distinct de 30%. Donc normalement, il y a un précompte mobilier qui doit être prélevé de 300 euros puisque c'est l'impôt à payer dessus. Or, on m'a prélevé 420 euros. Donc ça veut dire que si je ne devais payer que 300 mais qu'on m'appelle prélevé 420, bah, il y a 120 à récupérer. Et donc ces 120 sont à déclarer au code 437. D'accord? Ici, on parle de quelqu'un de célibataire, seul, donc c'est bien le 1437. Donc vous voyez, ça vaut la peine évidemment de surveiller ces précomptes mobiliers qu'on vous prélève sur vos revenus mobiles. Alors, le point B, donc vous avez une rubrique B qui parle de revenus nets de la location, l'affermage, usage, concession de biens mobiliers. Ici, on est maintenant dans la partie dont les revenus mobiliers sont toujours obligatoirement à déclarer. Alors, ils sont toujours obligatoirement à déclarer. Donc, précompte prélevé ou pas précompte de prélevé, il y a ces revenus qui doivent être déclarés. Qu'est-ce qu'on va devoir déclarer obligatoirement? Tous les revenus mobiliers, de toute façon, qui n'ont pas subi de précompte mobilier. Ça, d'office, s'il n'y a pas eu de précompte mobilier, vous devez absolument les déclarer. Tous les revenus mobiliers étrangers, même si il y a un impôt qui a été prélevé dessus, une sorte peut-être de précompte qui a été prélevé, vous devez les déclarer. Mais là, vous devez déclarer le montant net attribué. Donc ça veut dire, vous déclarez le montant en enlevant effectivement ce que vous avez déjà payé à l'étranger. Ces revenus mobiliers sont taxés aussi distinctement à certains taux, et donc au taux des précomptes mobiliers. Donc on parle aussi de taxation à 30%, 20%, 17%, 15%, etc. Alors, location de biens meubles, c'était ça le point B que je voulais dire. J'ai confondu avec le point 2B. Ici, c'est la rubrique B. D'accord? Alors, rubrique B, là, on parle vraiment de revenus nets, location, affermage, etc., de biens mobiliers. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met des biens meubles en location à un locataire. Donc, ça veut dire qu'on perçoit des loyers. Eh bien, ces loyers, parce qu'on a mis en location des biens meubles, ce sont des loyers taxables qui rentrent donc dans la partie revenus mobiliers. Alors, il faut que je fasse bien ça à titre privé, c'est-à-dire de temps en temps, je le fais. Sinon, si je le fais régulièrement, c'est du revenu professionnel, hein. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi j'ai une voiture et que mon voisin me la loue de temps en temps parce qu'il n'a pas de voiture et qu'il en a besoin de temps en temps, et je lui demande des sous pour ça, eh bien, c'est bien du revenu mobilier. Si j'achète plusieurs voitures pour les mettre en location et j'en fais un petit business, c'est du revenu professionnel, hein. Donc ça ne rentre pas dans la même case, évidemment. Alors, louer des voitures de temps en temps, c'est rare. Donc, on pourrait se dire, quelle est la situation qui rentre dans cette location de biens meubles? Eh bien, la situation la plus courante qui rentre dans cette situation de location de biens meubles, dans le 156, c'est lorsque on met en location un bien immeuble meublé. Vous avez déjà tous entendu parler du fait qu'on puisse mettre, je ne sais pas moi, une maison meublée, un appartement meublé en location. On en avait déjà parlé quand on a vu les revenus immobiliers. Mais donc, si vous mettez un bien immeuble meublé en location, vous êtes d'accord que dans les loyers demandés, il y a une partie que vous demandez pour le bien immeuble et puis il y a une autre partie que vous demandez pour les biens meubles. S'il n'y avait pas cette partie meublée, vous demanderiez certainement moins comme loyer. Du coup, comment est-ce qu'on fait? S'il y a une partie meublée, c'est bien du revenu mobilier. Et donc, il faut faire attention de bien distinguer les deux, mais bien de savoir qu'il y a les deux à déclarer. Il y aura une partie immobilière et il y a une partie mobilière. La partie immobilière, on l'a déjà vue, d'accord?
Donc en fonction de l'usage qu'on en fait, si c'est une location à titre privé, vous savez que c'est un 106 par exemple. Ici, pour la partie mobilière, on dit qu'il y a une affectation de 40% des loyers pour les revenus mobiliers, sauf s'il y a autre chose dans le bail. Donc, si par exemple je mets un appartement meublé en location, on sait qu'il y a 40% du loyer que je demande qui est considéré comme du revenu mobilier. C'est beaucoup évidemment, hein. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est que dans le contrat de bail, je peux mettre moins, je peux mettre 30%, 20%, 15%, mais je ne dois pas exagérer non plus. Donc il faut que je puisse prouver effectivement que ça ne représente que autant de pourcentage du loyer s'il devait y avoir un contrôle. Mais si je ne mets rien, c'est 40%. Il faut donc, attention, ne jamais oublier qu'il y a toujours ces revenus immobiliers. Ça, c'est le cadre 3 où le RC total est à déclarer, mais je ne reviens pas dessus, on a vu ça dans les revenus immobiliers. Alors, qu'est-ce que je dois déclarer dans les revenus mobiliers? Je dois déclarer le loyer net. Le loyer net, c'est quoi? C'est le loyer brut, donc ce que vous touchez réellement en main, moins les frais que vous auriez peut-être fait dans le cadre de cette location. Oui, imaginons, je ne sais pas moi, que vous avez dû racheter justement des biens meubles, vous avez dû équiper la cuisine, etc. Donc vous avez fait des frais. Alors, soit vous déduisez les frais réellement dépensés, soit vous déduisez un forfait. Et la loi vous dit que vous pouvez déduire un forfait de 50%. À vous de choisir. Le plus intéressant, évidemment, plus je peux déduire, mieux ce sera. Alors, petit exemple. Jean possède un studio qu'il loue meublé à un étudiant pour 500 € par mois, sans précision dans le bail quant à la ventilation immeuble-meuble. Il opte pour les frais forfaitaires. Le RC de cet immeuble est de 950 €. Quel est le loyer net et comment vous allez faire votre déclaration dans cette situation? Alors, comment est-ce qu'on va faire? Il faut d'abord calculer ce que je vais pouvoir déclarer en revenu mobilier. Alors, comment faire? Eh bien, on me dit que je dois regarder quel est le loyer brut de ces revenus mobiliers. Alors, loyer brut. Ici, donc, qu'est-ce que je touche en main? Je touche 6 000 €. Pourquoi 6 000? Parce que je demande 500 € par mois. Donc attention, en IPP, on parle toujours en termes annuels. Donc 500 € par mois, pour l'année, ça fera 6 000 €. Mais ça, c'est le loyer que je demande et pour l'immeuble et pour les meubles. Donc, quel est le loyer brut que je touche pour les meubles? D'accord? Eh bien, je fais 6 000 fois 40%. Pourquoi 40%? Parce qu'on l'a dit ici. On dit qu'il y a 40% des loyers qui sont considérés comme de revenus mobiliers, sauf si on a mis autre chose dans le bail, mais ce n'est pas le cas ici. Donc 6 000 fois 40%, ça donne 2 400. Alors, est-ce que c'est 2 400 que je dois déclarer dans les revenus mobiliers? Non, puisqu'on me dit c'est le loyer net que je dois déclarer. Du coup, le loyer net, c'est le loyer brut moins les frais. Alors, quels sont les frais? Les frais, on dit que les frais, on dit qu'on peut prendre soit les frais réels, soit les frais forfaitaires. Ici, je vous ai dit qu'il prenait les frais forfaitaires. Alors, les frais forfaitaires, c'est 50%. 50% de 2400, ça me donne, faites bien sur votre machine en parallèle, hein, pour voir comment ça fonctionne. Ça donne 1200. Du coup, si je fais mon loyer net, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mes 2400 moins les frais de 1200.
Donc ça veut dire que je vais avoir des revenus mobiliers de 1200. Maintenant, ben, je vais pouvoir faire ma déclaration. Alors, ma déclaration, attention, jamais oublier de faire la déclaration de mes revenus immobiliers. Donc, dans le cadre droit 3, pardon, il va y avoir le 1106. Je vais mettre 950 euros. Je vous apprends plus comment est-ce qu'on fait. Et puis, dans le cadre, je vais mettre un peu plus loin, dans le cadre qu'on voit maintenant, le cadre 7, ben là, je vais mettre dans le 1156, je vais indiquer 1200, d'accord? Puisque j'ai mes revenus immobiliers et j'ai mes revenus mobiliers que j'ai déterminés comment? Ben, en fonction de cette formule-là, d'accord? Alors, ces revenus mobiliers vont être imposables distinctement à 30%, d'accord? Donc attention, ici c'est bien un taux distinct, donc il ne vient pas dans le paquet imposable globalement, on fait une taxation distincte à 30%. Alors, je continue. Et je passe au dernier point, toujours dans ces revenus mobiliers, qui concerne les revenus de cession, concession de droits d'auteur. C'est la rubrique B dans votre cadre 7. Je ne vois pas les autres rubriques parce que c'est très rare, donc je ne les explique pas. Alors, revenus de cession, concession de droits d'auteur et apparentés, ce sont les codes 117-119. En fait, les droits d'auteur, vous avez certainement dû voir ça en droit civil, vous allez le voir. Quand on parle de droits d'auteur, ce sont des droits que l'on touche parce qu'on a fait une création artistique. Donc, par exemple, on a écrit un livre, on a créé une chanson, on a créé une chorégraphie, une pièce de théâtre, une bande originale d'un film, etc., etc. Quand on a une création artistique, on touche ce qu'on appelle les droits d'auteur. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on touche ces droits d'auteur? Parce qu'il y a des gens qui vont exploiter votre création artistique. Et donc, pour pouvoir exploiter cette création artistique, vous touchez des droits. Alors, le fait de toucher ces droits, est-ce que c'est taxé, oui ou non? Alors, c'est taxé parce qu'on considère que ce sont des revenus mobiliers. Mais attention, c'est considéré comme du revenu mobilier jusqu'à une certaine limite. Au-delà, ça va être considéré comme des revenus professionnels. D'accord? Que vous les touchiez en tant qu'indépendant ou pas indépendant, ce n'est pas la question. Alors, ça va être considéré comme des revenus mobiliers jusqu'à 61 200. C'est un montant qui change chaque année. Ici, pour les revenus 2019, c'est ce montant-là. Donc, ça veut dire que jusqu'à 61 200, c'est considéré comme du revenu mobilier taxable à un taux distinct. Au-delà, c'est considéré comme des revenus professionnels. Donc, si je touche, je ne sais pas moi, 70 000 euros de droits d'auteur, ben, il y a 61 200 qui vont être considérés comme du revenu mobilier, et puis il y a 8 800 qui vont être considérés comme du revenu professionnel, que je vais devoir déclarer, soit si je suis salarié en 250 dans la partie 1 cadre 4, soit si je suis indépendant dans la partie 2 profit 650, on parlera des revenus professionnels plus tard. Et ça alors, les revenus professionnels, c'est imposable au taux progressif puisque ça fait partie du package revenus imposables globalement. Alors, ces revenus mobiliers, la déclaration est obligatoire, même si un précompte mobilier qui a été prélevé dessus. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez bien déclarer. Attention à votre régime matrimonial. J'ai déjà expliqué, donc n'oubliez jamais que le régime matrimonial a son influence dans la déclaration. Quel est le précompte mobilier que l'on va prélever là-dessus? Parce qu'il y a un précompte mobilier qui va être prélevé dessus. Par exemple, je ne sais pas moi, c'est via la SABAM que je touche mes droits d'auteur pour ma chanson. Ben, la SABAM, avant de me verser
mes revenus, va devoir prélever à la source 15%, puisque c'est le taux distinct de taxation de ces revenus mobiliers-là. 15%, donc vous voyez que c'est plus favorable que si on est dans des revenus professionnels imposés au taux progressif qui commence à 25% et qui se termine à 50%. Alors, précompte mobilier, donc 15%, prélever obligatoirement la source sur ce qu'on appelle des revenus nets. Alors, ce qu'on appelle revenus nets, ça veut dire que ce sont des revenus desquels vous allez pouvoir enlever des frais. Donc, c'est toujours un petit peu la même idée, hein. Et donc, je vais pouvoir déduire des frais. Donc, mes revenus nets, c'est mes revenus bruts que je suis censée toucher en main, moins les frais. Alors, les frais, pareil, j'ai toujours un peu ce choix. Soit je déduis mes frais réels. Imaginons, je ne sais pas moi, que pour écrire un livre historique, j'ai investi dans 2 ordinateurs portables, j'ai dû faire des recherches, j'ai dû voyager, etc., etc. Ben, ça peut être considéré comme des frais réels, d'accord, réellement liés à ce livre que je rédige. Soit, et c'est ce qui se passe souvent, je peux déduire les frais forfaitaires. Mais attention, les frais forfaitaires, ici, c'est un petit peu spécial. C'est pas un taux fixe que l'on peut enlever, c'est un taux qui peut s'enlever par tranche. Alors, ici, on dit que jusqu'à 16 320 €, je vais pouvoir enlever 50% de frais. D'accord? Donc, voilà, vous calculez 50%. Si vous avez plus, on dit que de 16 320 € jusqu'à 32 640 €, vous allez pouvoir déduire plus 50%, mais seulement 25%. Donc, à vous à calculer. Ce sont des chiffres qui changent légèrement chaque année. Mais attention, quoi qu'il en soit, vous ne pourrez jamais déduire des frais au-delà de 12 240 €, quel que soit le calcul que vous puissiez faire. Donc, attention de ne pas dépasser ce maximum. Ce maximum étant relié à l'exercice 2020, il change aussi légèrement chaque année. Alors, je vais vous montrer des exemples, comment est-ce qu'on calcule ces frais. Dans ces revenus mobiliers donc de droit d'auteur, vous allez devoir remplir les cadres 117, 118 et 119. Alors attention, bien remplir comme il faut. Dans le 117, vous indiquez les revenus mobiliers bruts. Donc ça veut dire ce que vous auriez dû toucher sans qu'on enlève quoi que ce soit. Dans le 118, vous allez devoir déclarer les frais. Donc à vous de faire le calcul s'il y a lieu de le faire. Et dans le 119, vous allez enlever le précompte mobilier. Alors, soit je vous le donne dans l'exercice, et c'est facile à déclarer, soit je ne vous le donne pas, et c'est à vous de le calculer en fonction de ce que je vous ai expliqué ici. D'accord? Vous allez faire des exercices là-dessus. Alors, exemple, avant les exercices. Petit exemple. Imaginons que vous touchiez 10 000 € de droits d'auteur. D'accord? Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, sur ces 10 000 € que je touche brut, je vais mettre A ici, ce sera moins. Voilà. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais calculer mes frais. Alors, mes frais, on m'a dit ici, hein, de 0 à 16 320, je peux enlever 50%. Et ici, je touche 10 000. Donc, mes frais, qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? De 0 à 10 000 €, c'est 50%. Et si je calcule 50% de 10 000 €, ça va me donner 5 000. Du coup, vos revenus nets
vaut de combien? 10 000 moins 5 000, ça vous fait 5 000, vous êtes d'accord? Ça, c'est vos revenus dits nets, sur lequel vous pouvez alors calculer votre précompte mobilier. D'accord? Alors, précompte mobilier, comment vous le calculez? On m'a dit que c'était un taux fixe de 15% des revenus nets. Donc 15% de 5 000, ça me donne combien? 750 € de précompte mobilier. D'accord? Alors, je fais la même chose. Un autre exemple. Imaginons que j'ai touché cette fois 30 000 € de droits d'auteur. Alors, si j'ai 30 000 € de droits d'auteur, qu'est-ce que je fais? Je calcule mes frais, puisque ça, c'est du brut, ce que j'aurais dit toucher en main. Mes frais, pareil, je prends, si je calcule les frais forfaitaires, je prends les tranches. On me dit de 0 jusqu'à 16 320, je peux enlever 50%. Allons-y. 0 à 16 320, ça va me donner combien? Je calcule 50%, ça va me donner 8 160. Ok. Et puis, attention, j'ai gagné 30 000. Donc, je vais faire de 16 320 à, alors on m'a dit ici, hein, la tranche suivante, de 16 320 jusqu'à 32 640, je peux enlever 25%. Ici, je gagne 30 000. Donc, je vais aller de 16 320 jusqu'à 30 000 €. D'accord? Donc, de ça à ça. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a 13 680 à calculer à 25%. Ça vous donne combien? Ça vous donne 3 420 € à 25%. Vous avez fait 25% fois les 14 680 qu'il y a dans cette tranche-là. Donc, ça veut dire qu'au total, j'ai des frais pour 11 580 €. Si j'ai des frais de 11 580 €, je vais calculer mon précompte mobilier. Mon précompte mobilier, je calcule 15%, toujours la même chose, hein, 15% de... alors, on va d'abord enlever les frais. Hein. Il vaudrait mieux calculer d'abord les revenus nets. On va faire 30 000 moins 11 580 de frais. Ça me donne combien? Ça me donne des revenus nets de 18 420 €. Et là, je peux calculer mon précompte mobilier à 15%. 15% de 18 420 €, ça me donne 2 763 €. D'accord, vous comprenez? Donc, bien faire les frais ici par tranche. Alors, imaginons, un dernier exemple, que je gagne 50 000 € de droits. Alors, comment est-ce que je fais? Je calcule mes frais. D'accord? Alors, les frais ici, vous pouvez faire, hein, vous pouvez faire de 0 à 16 320, vous allez obtenir 8 160. Et puis, vous pouvez faire 16 320. Attention, ici, je gagne 50 000. Donc, on m'a dit de 16 320 jusqu'à 32 640. Vous allez pouvoir le calculer. Et ça va vous donner, en fait, 4 080. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vous ne devez même pas réfléchir puisque je gagne au-delà de 32 000 et je suis à 50 000. Or, on me dit le maximum que je peux retirer, c'est 12 240. Et 12 240 correspond évidemment au calcul
de cette tranche-là et au calcul de cette tranche-là. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire. De 0 à 16 320, vous allez obtenir 8 160, comme vous l'avez d'ailleurs calculé déjà là. Et vous allez calculer de 16 320 à 32 640, bah, vous allez obtenir 4080. Vous pouvez faire le calcul, ça vous donne 12 240. Je ne peux pas aller au-delà, puisqu'on m'a dit que c'était un maximum. Donc même si j'ai 50 000 euros, je ne peux pas aller au-delà. Donc si j'ai des frais de 12 240, c'est le maximum, eh bien, je vais calculer mes revenus nets. Mes revenus nets, comme d'habitude. Je fais donc 50 000 moins mes 12 240. Ça me donne 37 760. Et puis, bah, vous calculez votre précompte mobilier à 15%, vous allez obtenir 5 664 euros. Faites bien ça sur votre machine hein, pour voir le processus, comment est-ce qu'on fait exactement. C'est important. En plus, ça vous apprend déjà à calculer selon des tranches, ce qui va rythmer votre vie fiscale, on va dire, quand vous verrez des tableaux, pas seulement en IPP, mais en enregistrement, succession, etc. plus tard. Donc, voyez toujours comment est-ce qu'on applique les taux par tranche. Voilà. Alors, je vous laisse faire les exercices. Exercice, on a clôturé le chapitre 3. Donc, vous prenez vos exercices du chapitre 4, donc de 1 à 3 terres. Et voilà, comme d'habitude, vous faites pour l'exercice d'imposition les codes que vous devez remplir avec le montant. Donc, il y a des calculs éventuellement à faire en fonction de tout ce que je vous ai expliqué. Voilà, voilà, ben, je vous souhaite bon travail. On se voit la fois prochaine pour une nouvelle matière. D'ici là, bon travail et prenez soin de vous.